Hola a todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Alors oui, c'est normal, ce que vous voyez sur mon visage et sur mes mains, c'est de la peinture puisque je suis en plein travaux actuellement. Et je me suis rendu compte il y a 10 minutes à peine que j'avais plus de white spirit. J'ai essayé de frotter un peu, mais je me suis fait très mal à la main, donc je me suis dit que j'allais tourner comme ça passe pas non plus... Je regarde sur mon téléphone. Bon, c'est ridicule, mais voilà, je pense que vous m'en tiendrez pas rigueur. Il est minuit 30. Comme je vous l'ai dit, moi, mes vidéos, je peux les tourner qu'au milieu de la nuit. C'est le seul moment où c'est calme dans mon immeuble et dans le secteur. Donc ça sera maintenant, sinon je sais que je vais reporter de ouf parce que la vidéo, elle va être très longue. Elle est également très complexe et vous allez comprendre pourquoi. En fait, cette vidéo, à mon sens, c'est l'une des affaires criminelles les plus intéressantes de la décennie passée. Pourquoi intéressante? Parce qu'il est question de secrets de famille, de traduction approximative, de recherche ADN étendue et tutti quanti, comme ils disent. Donc ce que je vous propose, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement et puis je vous dis à tout de suite. Siamo una famiglia semplice, siamo un nucleo di persone che ha basato la propria unità sull'amore, sul rispetto, sulla sincerità e sulla solarità nel nostro quieto vivere. Da un mese ci stiamo ponendo innumerevoli domande sul chi, il che cosa, il come, il quando e il perché ci sta accadendo tutto ciò. Noi non cerchiamo risposte. Noi non chiediamo di sapere, noi non vogliamo puntare il dito verso qualcuno. Noi desideriamo solo e immensamente che nostra figlia faccia ritorno nel suo mondo, nel suo paese, nella sua casa. Noi imploriamo la pietà di quelle persone che trattengono Yara. Noi vi preghiamo, ridateci nostra figlia. L'histoire se déroule en 2010 en Italie, plus précisément en Lombardie, dans le nord du pays. Yara Gambirasio est une adolescente de 13 ans qui vit avec sa famille à Brambate di Sopra, une petite commune de 7000 habitants qui est connue pour sa tranquillité, sa sérénité, mais surtout pour son grand complexe sportif. Elle a une grande sœur et deux petits frères avec lesquels elle s'entend bien. Et ce qu'on sait d'elle, c'est que c'est une adolescente tranquille, qui est assez entourée, elle a ses copines, c'est une bonne élève, elle pose pas de problème à ses parents, Fulvio et Maura. Mais surtout, Yara est passionnée par la gymnastique rythmique. C'est littéralement sa passion depuis qu'elle est enfant. D'ailleurs, elle s'entraîne 2 fois par semaine dans le complexe sportif de sa ville qui se situe à peine 10 minutes à pied de chez elle. Et elle espère pouvoir, pourquoi pas, faire partie des meilleurs et se lancer dans une carrière de gymnaste. Le 26 novembre 2010, c'est un vendredi et Yara s'apprête à se rendre au gymnase, qui se situe à même pas 10 minutes à pied de son domicile. Le vendredi, habituellement, Yara n'a pas entraînement, mais ce jour-là, exceptionnellement, elle doit aller au gymnase pour y apporter une chaîne stéréo, puisque sa prof l'a contactée dans l'après-midi pour lui dire « Écoute, est-ce que tu peux nous prêter ta chaîne pour la compétition qui va avoir lieu d'ici quelques jours, puisque là en fait on n'en a pas, on en a absolument besoin. » Yara demande la permission à sa mère, elle lui dit voilà, est-ce que je peux aller déposer la chaîne? Sa mère elle lui dit écoute, tu peux y aller, par contre tu ne traînes pas et je veux que tu sois rentrée à la maison avant 19 h. Peu après 17 h, Yara prend sa chaîne stéréo et elle sort de son domicile et se rend au gymnase. Elle y arrive aux alentours de 17 h 30, elle se pose, elle regarde ses copines s'entraîner, elle papote un petit peu avec sa prof. À 18 h 40, elle salue tout le monde et elle sort du gymnase. C'est la dernière fois qu'elle est aperçue vivante. Peu après 19 h, Maura Gambirasio voit que sa fille n'est toujours pas rentrée alors qu'elle lui avait promis qu'elle ne tarderait pas trop et qu'elle sera à la maison avant 19 h. Elle appelle sur son téléphone portable, ça sonne, mais Yara ne décroche pas. Du coup, Maura appelle le gymnase pour savoir si sa fille s'y trouve toujours. Et là, on lui répond qu'elle est déjà partie depuis au moins une demi-heure. Là, Maura est partagée entre la colère et l'inquiétude. Comme je vous l'ai dit plus tôt, la distance entre le gymnase et le domicile, c'est même pas 10 minutes à pied. Et Maura, elle connaît sa fille. Elle sait qu'Yara, en fait, elle serait pas partie voir des copines sans avertir sa mère. Elle l'aurait au moins appelé pour lui dire « Écoute, maman, j'ai rencontré un tel sur ma route, j'aurai un tout petit peu de retard. » Donc d'un côté, elle se dit... Est-ce que ma fille n'aurait pas traîné sur la route, auquel cas je vais lui passer un savon? Mais d'un autre, elle se dit, ça lui ressemble pas. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle sort de chez elle, elle emprunte le chemin que sa fille prend habituellement pour se rendre au gymnase,
aucune trace de sa fille sur la route. Elle rentre à l'intérieur du gymnase et là on lui répond ce qu'on lui a répondu au téléphone peu avant, à savoir que Yara est déjà partie depuis un petit moment déjà. Et là, Maura est complètement angoissée. Elle rentre chez elle, elle appelle son époux qui se trouve au travail, il travaille sur les chantiers, et elle lui dit « Écoute, je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. La petite devait ramener une chaîne stéréo au gymnase. Là, je viens d'en sortir. Elle a effectivement déposé la chaîne stéréo, mais elle est toujours pas rentrée. Et ça commence à m'angoisser parce que déjà d'une part, il fait nuit. D'autre part, elle répond pas sur son téléphone. Et puis, elle m'aurait pas menti, elle m'aurait pas laissé dans l'inquiétude comme ça. » Fulvio quitte immédiatement son travail devant l'angoisse de son épouse. Il arrive chez lui aux alentours de 20 h. De là, ils se rendent à la gendarmerie. Bon, là, comme c'est souvent le cas, les carabiniers leur disent « Écoutez, votre fille a très certainement rencontré des copines sur la route. Ne vous inquiétez pas trop, elle va pas tarder à rentrer. » Fulvio et Maura leur disant « Non, écoutez, on connaît notre fille bien mieux que vous. C'est pas du tout dans ses habitudes de faire ça, d'autant qu'il fait nuit, il fait froid. Elle nous aurait au moins envoyé un texto pour nous avertir si elle avait rencontré des copines sur la route. Non, il lui est arrivé quelque chose. » Ils insistent tant et si bien qu'une information judiciaire est ouverte. Du coup, les carabiniers tentent de géolocaliser le téléphone de Yara. Le truc, c'est que l'outil dont ils disposent, à ce moment-là, n'était pas vraiment très sophistiqué, on va dire. Du coup, ils donnent une géolocalisation assez large, à savoir qu'ils localisent le téléphone de Yara à Brembate di Sopra, mais pas à un endroit plus précis que ça. Ils entreprennent alors des recherches à Brembate di Sopra, ainsi que dans les communes avoisinantes. Aucune trace de l'adolescente. Dès le lendemain matin, ils entreprennent une enquête de terrain. Ils interrogent les personnes qui se trouvaient au gymnase la veille, ainsi que les commerçants à proximité du gymnase, mais personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Certains évoquent la présence d'une camionnette blanche qui est passée à proximité du gymnase quelques jours avant la disparition de l'adolescente, mais hormis ça, rien. Et ce qui leur paraît très étonnant, c'est que personne n'a rien vu non plus à proximité de la route qu'empruntait Yara pour rentrer chez elle, alors que c'est une route qui est très fréquentée. Des chiens pisteurs sont amenés sur place et d'après leur flair, la piste de Yara se perd sur un chantier qui se situe derrière le gymnase. On en vient donc à la conclusion qu'Yara n'est pas sortie par la porte principale du gymnase, mais par la porte arrière qui donne sur le chantier, ce qui expliquerait les raisons pour lesquelles personne ne l'a vue sur le chemin qu'elle empruntait habituellement. Les enquêteurs parviennent à identifier tous les ouvriers qui travaillent sur le chantier. Ils sont mis sur écoute afin de voir si l'un d'eux se compromet par téléphone, s'il est impliqué, et ils sont convoqués à partir du 3 décembre pour être interrogés. Donc là, les ouvriers sont interrogés, on leur pose des questions, s'ils ont vu quelque chose de suspect la nuit du 26 novembre, s'ils ont un alibi. Et vient le tour d'un jeune Marocain de 22 ans, Mohamed Fikri. Mohamed leur explique qu'il a effectivement travaillé sur le chantier le 26 novembre, mais qu'en fin de journée, lui, son patron et des collègues sont partis dîner ensemble. Et il assure qu'il n'a rien vu, rien entendu après avoir quitté le chantier. Il repart de la gendarmerie après avoir prévenu les carabiniers que d'ici quelques jours, il doit se rendre au Maroc pour visiter sa famille, mais qu'il sera de retour en Italie d'ici quelques semaines s'ils ont besoin de lui poser d'autres questions. Le 5 décembre au matin, comme prévu, Mohamed Fikri embarque sur un bateau direction l'Algérie afin de rejoindre ensuite le Maroc, mais en pleine traversée, des gardes-côtes contactent le capitaine de bord pour lui demander de rebrousser chemin afin de procéder à son arrestation. Bon, en gros, ce qu'il s'est passé, c'est que peu avant d'embarquer, Mohamed en fait a tenté d'appeler quelqu'un par téléphone et en attendant que la personne ne décroche, il a tenu des propos en arabe. À ce moment-là, son téléphone il est sur écoute, puisque la procureure avait demandé à ce que le téléphone de tous les ouvriers soit sur écoute pour voir si l'un d'eux était impliqué. Donc le matin, avant d'embarquer, il est au téléphone, il tient des propos en arabe avant que la personne ne décroche. La procureure demande en urgence une traduction de la phrase qu'il a tenue en arabe et le traducteur assure que Mohamed Fikri a dit « Que Dieu me pardonne, moi je ne l'ai pas tué ». Donc à ce moment-là, la procureure soupçonne Mohamed Fikri d'être impliqué non pas dans la disparition, mais dans le meurtre de Yara Gambirasio et d'avoir pris le bateau direction l'Algérie pour rejoindre le Maroc afin de fuir l'Italie. Et là, deux problèmes se posent pour le parquet. Le premier souci, c'est que le patron et les collègues de Mohamed Fikri assurent qu'il a travaillé sur le chantier le 26 et qu'il a ensuite dîné avec eux dans la soirée du 26 sans ne jamais les avoir quittés une seule minute. Et le second problème, c'était que la traduction était erronée. D'autres traducteurs sont mandatés par le procureur afin de traduire les propos de Mohamed Fikri. Et il s'avère qu'il n'a jamais dit
Que Dieu me pardonne, moi je ne l'ai pas tué, mais mon Dieu fait qu'il réponde. Pendant ce temps, Mohamed Fikri est incarcéré. Lui continue de nier son implication. D'ailleurs, son patron lui-même se présente et dit « Mais écoutez, ce jeune homme avait un alibi. Il était avec moi le soir du 26 novembre. Il a travaillé sur le chantier. Il n'en est jamais parti. » Après 3 jours, il est relâché. Mais il reste néanmoins le suspect numéro 1 dans l'enquête, mais également aux yeux de la presse. Les jours, les semaines et les mois qui suivent, Yara est toujours portée disparue. De nombreux volontaires venus des 4 coins de la Lombardie se joignent aux recherches en espérant retrouver la trace de l'adolescente. Il faut attendre 3 mois jour pour jour pour que l'on apprenne enfin ce qui lui est arrivé. Le 26 février 2011, il est aux alentours de 3 h de l'après-midi. Ilario Scotti, un aéromodéliste, se rend dans un champ à Chignolo d'Isola afin de tester des nouveaux prototypes d'avions télécommandés. L'un de ces avions tombe au milieu du champ, il s'approche afin de le récupérer et c'est là qu'il tombe sur le corps en putréfaction de ce qui semble être une jeune femme. Elle est allongée sur le dos, les bras au-dessus de la tête. Il contacte immédiatement la gendarmerie qui au téléphone lui demande de ne rien toucher le temps qu'ils arrivent et pendant qu'il attend, Ilario Scotti voit au loin sur un talus un homme d'une 50aine d'années en train de le surveiller qui prend la fuite lorsque la police arrive sur place. Bon, quand les carabiniers arrivent sur place, tout de suite, on ne fait pas le lien direct avec la disparition de Yara Gambirasio. Chignolo d'Isola, situé à 10 km de Brembate di Sopra, le corps est beaucoup trop décomposé pour qu'on puisse l'identifier. Donc il y a des suspicions, mais ils ne peuvent pas trancher comme ça. Ce qui va leur permettre d'identifier avec certitude le corps, en fait, c'est les vêtements que portait Yara le soir de sa disparition. Ils sont similaires à ceux que porte le cadavre. A 3 mesi dalla sua scomparsa è stato ritrovato in un campo a pochi chilometri da Brembate il corpo della 13enne Yara Gambirasio. È stato scoperto da un uomo che per caso si trovava in quella zona, una zona di campagna nei pressi di Chignolo d'Isola. Andiamo subito in diretta dall'inviata Patrizia Torchia. Patrizia. Sì, buonasera, è di Yara Gambirasio, quindi appartiene a lei il cadavere ritrovato oggi nella fittissima vegetazione di un campo incolto in aperta campagna qui a Chignolo d'Isola, dove ci troviamo in questo momento a pochissima distanza da Brembate di Sopra. A 3 mesi esatti dalla scomparsa della 13enne di Brembate, Yara Gambirasio, il suo corpo supino è stato ritrovato da un uomo che stava provando il suo aeromobile telecomandato in aperta campagna e che ha immediatamente avvertito le forze dell'ordine, polizia e carabinieri. Le périmètre est immédiatement sécurisé, tandis qu'un médecin légiste se rend sur place afin de procéder aux premières constatations avant que le corps ne soit emmené pour qu'il procède à une autopsie plus poussée. D'après son rapport, Yara présente 3 traumatismes crâniens non mortels, dont l'un qui pourrait l'avoir assommé. Son corps est recouvert de coupures qui ont été faites soit avec un couteau, soit avec un cutter, mais aucune de ces blessures n'est mortelle. Donc il semblerait que ce soit plutôt des blessures infligées pour faire mal, pour faire souffrir, et aucune n'est une blessure de défense, ce qui signifie qu'elles ont été faites alors que Yara était inconsciente. Elle ne présente aucune trace d'agression sexuelle, mais sa culotte a été sectionnée sur le côté. Il estime l'heure de la mort au soir de sa disparition ou dans la matinée très tôt le lendemain, donc soit le 26 novembre au soir, soit le 27 novembre très tôt le matin. Sa mort a été causée par l'accumulation de ses blessures et l'hypothermie, ce qui signifie qu'elle est morte de froid, donc elle a agonisé de longues heures. Sous ses ongles, on retrouve des traces d'herbes et de feuillages qui sont typiques du champ où elle a été retrouvée, ce qui signifierait qu'elle est morte à cet endroit. Le problème, c'est qu'à la suite de sa disparition, le champ a été survolé par un hélicoptère et fouillé par des carabiniers. Sous ces baskets, on retrouve des tout petits morceaux de métal utilisés dans les chantiers de construction. Dans ses poumons et sur ses vêtements, on retrouve des traces de chaux. La chaux, c'est un minéral qui est utilisé dans le ciment, par exemple, donc sur les chantiers. Et sur son legging, on parvient à isoler des petites traces de fibres colorées. En outre, dans la poche de sa veste, on retrouve son iPod, les clés de chez elle, sa carte SIM, la batterie de son téléphone. Le téléphone, quant à lui, a disparu. Donc là, avec tous ces éléments, on pointe vers ce qui semble être un chantier de construction. Dans la carte SIM de son téléphone, on retrouve des dizaines de numéros de téléphone appartenant à des hommes adultes. Mais d'après les enquêteurs, il s'agirait en fait des contacts de l'ancien propriétaire de la ligne, donc cette piste est écartée.
La procureure demande une analyse plus poussée des vêtements d'Yara afin de pouvoir isoler des traces d'ADN. En gros, si sur sa veste, par exemple, on trouve de l'ADN de son père ou de sa sœur, c'est normal. Par contre, si sur ses sous-vêtements, on retrouve de l'ADN inconnu, ça l'est moins. Et en effet, en mai, une toute petite trace d'ADN inconnue est recueillie sur sa culotte et sur son legging. Dans la mesure où on ne sait pas à qui il appartient, il est désigné sous l'appellation inconnu numéro 1. Pour le parquet, inconnu numéro 1 est forcément l'auteur du meurtre. À présent, il faut le retrouver. L'ADN inconnu numéro 1 est bien évidemment comparé à celui de Mohamed Fikri, qui restait le suspect numéro 1 dans la disparition puis le meurtre de Yara Gambirasio. Ça ne matche pas. D'ailleurs, ni son ADN ni ses empreintes ne sont retrouvées sur le champ ou sur Yara, ce qui signifie qu'a priori, il est innocent. L'ADN inconnu numéro 1 est ensuite comparé à tous ceux déjà enregistrés dans la base de données italienne. C'est l'équivalent de notre FNAEG en France. Ça ne matche avec aucun. Du coup, le parquet va procéder autrement. Vous connaissez le concept de l'ADN par parentèle. Bon, j'ai jamais été très forte en sciences, la vérité, j'ai même toujours été très nulle. Mais pour faire simple, on va dire, en gros, dans une même famille, on partage plusieurs séquences ADN, puisqu'on fait partie de la même famille. Plus on partage de séquences ADN, plus ça signifie que le lien est étroit. Donc là, le parquet lance un appel aux habitants de la Lombardie afin de prélever leur ADN sur la base du volontariat pour pouvoir le comparer à celui retrouvé sur Yara. Bon, il se doute bien que le coupable ne va pas de lui-même se présenter pour donner son ADN, mais si un membre de sa famille, proche ou éloigné, donne son ADN et que ça matche, on pourra recouper et remonter progressivement à lui. Et à partir de juillet 2011, des milliers de prélèvements sont effectués. Et parmi tous ces prélèvements, l'un d'eux est très proche de celui retrouvé sur Yara. Il s'agit d'un certain Damiano Guarinoni, un jeune homme de 30 ans qui vit également à Brembate di Sopra. Et le détail qui trouble les enquêteurs, c'est que la mère de Damiano, Aurora Zani, a travaillé quelques années plus tôt en tant que femme de ménage pour la famille Yara. Damiano Guarinoni est convoqué afin d'être interrogé puisque en fait, son ADN est tellement proche que ça fait même douter le parquet. Il se dit c'est peut-être lui en fait. Mais le truc c'est que pour le 26 novembre, il a un alibi plus qu'en béton puisqu'il se trouvait à l'étranger. Mais encore une fois, son ADN est tellement proche que le parquet se dit que non, il ne peut appartenir qu'à un membre de sa famille. Et ce que les experts parviennent à conclure par rapport aux analyses, c'est qu'il s'agit d'un membre ascendant. Son père, Sergio Guarinoni, est mort en 2003, donc forcément ça ne peut pas être lui. Là, le procureur demande aux enquêteurs de reconstruire l'arbre généalogique de la famille Guarinoni sur plusieurs générations pour cibler au mieux. D'après le recoupement de l'arbre généalogique, inconnu numéro 1 pourrait être un cousin de Damiano Guarinoni. Et ça tombe bien, puisqu'il en a deux, Pierpaolo et Diego. Tous les deux sont convoqués et leur ADN est prélevé. Et d'après les résultats, inconnu numéro 1 est leur frère. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de frère. Du coup, pour s'assurer que les résultats sont fiables, le parquet décide de procéder au prélèvement ADN de leur père, Giuseppe Guarinoni, qui est donc le frère du père de Damiano Guarinoni. Là encore, on a un problème. Giuseppe Guarinoni est mort en 1999. Début 2012, le parquet demande alors à la veuve de Giuseppe Guarinoni si elle a la possibilité de leur remettre un objet ayant appartenu à son mari sur lesquels on pourrait retrouver de l'ADN. La veuve de Giuseppe Guarinoni leur remet des timbres sur lesquels il avait déposé sa salive. Et là, les résultats tombent et confirment les premières analyses. Inconnu numéro 1 est bel et bien le fils de Giuseppe Guarinoni, mais il ne partage aucune similitude génétique avec la mère de Pierpaolo et Diego. Donc l'explication la plus logique, c'est que Giuseppe Guarinoni a eu un fils illégitime. Donc là, vous aurez compris que le dossier devient assez sensible, puisqu'il est question de secrets de famille qui émergent de cette histoire. Ce que le parquet décide, c'est de faire exhumer le corps de Giuseppe Guarinoni afin de procéder à de nouveaux prélèvements. Les résultats tombent. Giuseppe Guarinoni est bien le père d'inconnu numéro 1 à 99,99998,7%. Et c'est là que ça se complique pour les enquêteurs, puisque dans la mesure où Giuseppe Guarinoni est mort, il n'est pas possible de lui poser la question sur l'identité de cet enfant.
Donc à partir de là, l'enquête traîne en longueur. Personne dans la famille Guarinoni n'est au courant de l'existence de ce fils illégitime. Personne n'est au courant non plus des infidélités qu'aurait pu avoir Giuseppe. Du coup, arrivé à ce stade, le parquet lance un appel à témoins inédit. Quiconque aurait eu une aventure et un enfant illégitime avec Giuseppe Guarinoni à la fin des années 60, début des années 70, est prié de se manifester. Bon, eux pensent peut-être naïvement que la femme en question se présentera spontanément aux enquêteurs pour avouer avoir une relation adultérine avec un homme marié à la fin des années 60, début des années 70, et par là même dénoncer l'identité de son fils, qui à présent est considéré comme étant le meurtrier de Yara Gambirasio. Comme vous pouvez vous en douter, ça ne donne absolument rien. Toutefois, ils parviennent à remonter la trace de plus de 500 femmes ayant côtoyé Giuseppe Guarinoni de son vivant. Comme il était chauffeur de bus, il en a vu du monde. Et à partir de juillet 2012, toutes ces femmes sont convoquées et leur ADN est prélevé. Les résultats tombent. L'ADN inconnu numéro 1 ne matche avec aucun ADN qui a été prélevé sur ces centaines de femmes. Et pour le parquet, c'est très étonnant. Là, tout le monde se dit, mais comment c'est possible? S'il a eu une aventure avec une femme, c'est forcément avec l'une de ces femmes. Brembate di Sopra, toutes les villes avoisinantes, c'est pas non plus l'Amérique, quoi. C'est quand même assez petit. Et après vérification, en fait, on se rend compte que le laboratoire qui a procédé au prélèvement, s'est trompé lorsqu'ils ont fait le comparatif des ADN prélevés, puisqu'ils ont comparé l'ADN de ces femmes avec celui d'Yara. Donc forcément, s'ils le comparent avec celui de la victime, je sais que c'est pas bien tiré sur l'ambulance, avouez que franchement c'est nul. Du coup, de nouveaux tests ADN sont effectués et là ça match. Ça match avec l'ADN d'une certaine Esther Arzuffi, une femme de 65 ans qui vit non loin de Brembate di Sopra et qui a effectivement côtoyé Giuseppe Guarinoni à la fin des années 60, puisqu'il était le chauffeur de bus qu'elle prenait pour se rendre au travail. Ces éléments indiquent donc qu'Esther Arzuffi est la mère d'inconnu numéro 1. Mais Esther est mariée depuis 1966 avec le même homme, Giovanni Bossetti. Ensemble, ils ont eu 3 enfants, dont 2 garçons, Massimo et Laura en 1970 et Fabio en 1975. Là, vous comprenez qu'il s'agit d'une véritable bombe qui survient dans l'enquête, puisque là, il est question de secrets de famille, de relations adultérines, d'enfants illégitimes qui portent le nom d'un homme qui n'est pas en fait leur père biologique. Le parquet ne peut pas en fait se permettre de mettre à jour cette histoire sans être sûr et certain à quasi 100% de la fiabilité des tests ADN. C'est pourquoi ils ciblent leur enquête sur Massimo Bossetti, celui qui est né en 1970 avec Laura, sa sœur jumelle. Alors pourquoi ils décident d'enquêter sur lui et non pas son frère Fabio? C'est qu'en fait Massimo c'est un maçon qui travaille sur des chantiers de construction. Et lors de l'autopsie du corps de Yara, on a découvert du ciment dans ses poumons et des tout petits morceaux de métal utilisés dans les chantiers de construction sous ses baskets. Donc on se dit que le métier de Massimo colle avec l'autopsie qui a été faite sur l'adolescente. De là, le parquet demande aux enquêteurs de prélever discrètement l'ADN de Massimo Bossetti afin de le comparer à celui retrouvé sur Yara. Encore une fois, il y a un double objectif quant à la discrétion du parquet. Le premier, c'est de ne pas éveiller les soupçons d'un homme qui est potentiellement l'auteur du crime. Le second objectif, c'est évidemment de ne pas détruire la vie de personne s'il s'avère en fait que les résultats ADN n'étaient pas fiables. En 2013, Massimo Bossetti est toujours suivi par les enquêteurs qui essaient de prélever son ADN discrètement. Un journaliste du nom de Roberto Saviano écrit un livre 000 dans lequel il affirme que le meurtre de Yara pourrait être en fait lié à la Camorra. C'est une organisation criminelle italienne. En gros, il explique que Fulvio Gambirasio, le père de Yara, aurait témoigné peu de temps auparavant contre une entreprise de construction appartenant à la Camorra et que du coup, cette organisation, pour se venger de Fulvio, aurait enlevé et tué leur fille. Cette piste a vraisemblablement été creusée par les enquêteurs, mais elle n'a rien donné. La même année, Mohamed Fikri, le jeune Marocain qui avait été accusé injustement à cause de l'erreur de traduction, poursuit l'État italien pour détention illégale et obtient 9 000 € de dommages et intérêts pour les 3 jours d'incarcération. Il obtient également un titre de séjour à titre de compensation. Une partie de la presse continue à insinuer qu'il est impliqué dans cette histoire, qu'il sait des choses, mais qu'il n'a pas voulu parler. Mais l'État italien a tranché et réparé son erreur. Mohamed Fikri n'a rien à voir dans cette histoire. Les enquêteurs, de leur côté, essaient de récupérer l'ADN de Massimo Bossetti de façon discrète.
Et le 15 juin 2014, ils organisent un faux barrage routier sur le chemin qu'il emprunte habituellement pour rentrer chez lui. Ils lui font faire un alcotest, ils ont donc son ADN. L'ADN est envoyé en laboratoire le jour même afin d'être analysé et ça match à 99,99987% avec celui d'inconnu numéro 1. Il est interpellé le lendemain, soit le 16 juin, et ce même jour, le ministre de l'Intérieur déclare sur Twitter que l'assassin d'Yara a été arrêté. Massimo Giuseppe Bossetti est un maçon de 44 ans qui vit avec sa femme Marita et leurs 3 enfants à Mapello, une petite ville limitrophe à Brembate di Sopra. Il mène une vie plutôt tranquille entre le travail, sa famille, quelques sorties avec ses amis qui le décrivent comme un type sans histoire mais qui est très attaché à sa famille. Jusque-là, Massimo n'a jamais eu aucun démêlé avec la justice. Du coup, après son arrestation, c'est le choc total, que ce soit pour sa famille, ses collègues, ses amis. Il a toujours été vu comme un gars sans histoire. Et ce qu'il est important de savoir, c'est que c'est après son arrestation que la famille Bossetti découvre, donc c'est secret de famille, on va les appeler comme ça pour le moment, à savoir que Massimo et Laura sont les enfants de Giuseppe Guarinoni et que Giovanni Bossetti n'est pas leur père biologique. Donc c'est à ce moment-là que tout éclate. Durant son interrogatoire, Massimo clame son innocence. Quand on lui expose la raison pour laquelle il a été arrêté, il leur dit « Écoutez, moi j'ai absolument rien à voir là-dedans, je ne connaissais pas du tout Yara Gambirasio, je l'ai même jamais vu de ma vie. Le soir du 26 novembre, je rentrais du travail, je suis passée par la route habituelle, mais moi cette gamine, je l'ai jamais approchée. » Son épouse Marita confirme qu'il était bien chez eux le soir du 26 novembre, mais il n'est pas capable de fournir un alibi plus précis entre le moment où il sort du travail et le moment où il rentre chez lui. Il doit y avoir approximativement peut-être 1h, 1h30. Et ça, il n'est pas capable de dire en fait où il se trouvait et avec qui il se trouvait. È duro anche per noi fuori, ma sì. Sono 10 giorni che non escono i bambini di casa. Però ci vuole tempo, ma sì. Io l'ho violentato, l'ho ucciso Violentato non è vero. È morta di stenti. È morta di stenti. Neanche per le coltellate perché non l'avrei mai fatto io, te lo giuro, non l'avrei mai fatto. Sì, ti prego. Ti prego. Avere pazienza, ma sì. Ce la devi fare, ma sì. Pour le parquet, l'affaire est bouclée. Massimo Bossetti est le coupable. La seule petite trace d'ADN retrouvée sur les vêtements de Yara permet de le situer, d'après eux, sur la scène du crime, mais il leur faut d'autres éléments. Il leur faut d'autres éléments pour pouvoir plaider un dossier plus complet. Du coup, ils épluchent la vie privée de Massimo Bossetti ainsi que ses mouvements le 26 novembre 2010. Ils découvrent sur son ordinateur portable des historiques de navigation pointant vers des films pour adultes mettant en scène des adolescentes ou des femmes se faisant passer pour des adolescentes. Il s'avère que Massimo Bossetti possède une camionnette blanche qui ressemble à la camionnette qui a été filmée à proximité du gymnase les jours précédant la disparition de Yara, et les fibres des sièges de sa camionnette sont compatibles avec les fibres retrouvées sur Yara. Concernant le bornage de son téléphone portable, on parvient à le situer à Brembate di Sopra, mais à l'opposé du gymnase. Pour les enquêteurs, pour le parquet, ça suffit à le situer sur la scène de l'enlèvement. Pour les médias, comme pour la population, la messe est dite, Massimo Bossetti est un prédateur, il est coupable du meurtre de Yara, il l'a tuée puisqu'elle s'est refusée à lui. Esther Arzuffi, donc la mère de Massimo Bossetti,
Elle, de son côté, nie avoir trompé son époux, avec lequel elle est mariée depuis plus de 40 ans. Elle et son mari sont harcelés par la presse, qui veulent comprendre toute cette affaire, qui essaie de savoir ce qui s'est vraiment passé, mais qui sont surtout convaincus qu'elle a été infidèle et que son fils est coupable. Elle accepte néanmoins de donner quelques interviews dans lesquelles elle clame l'innocence de son fils, mais également la sienne. Esther, lei conosceva Giuseppe Guerinoni? Sì, certo che lo conoscevo, mi trasportava al lavoro. Eravate amici, conoscenti con Guerinoni? No, solamente lo conoscevo perché mi trasportava al lavoro, basta, ma neanche mio marito era amico. In che periodo l'ha trasportato al lavoro? Del 66 fino a marzo del 67. Quando nasce Massimo Giuseppe Bossetti? Nel 70, il 28/10/70. Quindi 2 anni dopo sì, rispetto sì. a questi accompagnamenti da parte del Sì, Guerinoni. perché poi non ci siamo più neanche visti. La scienza non sbaglia, signor Arzuffi? Sì, la scienza non sbaglia, ma io non sono stata con Giuseppe Guerinoni. Però allora come se lo spiega? Cioè, da un lato abbiamo la scienza che ci dice che Giuseppe Guerinoni è il padre biologico di Massimo Giuseppe Bossetti e da lì non c'è scampo. Certo, se non ho avuto rapporti con Guerinoni, qualcosa il mio ginecologo forse può darsi che abbia fatto. Ma io non mi spiego solamente che c'è la PMA assistita, sicuramente. Se un domani il PM dovesse chiederle, signor Arzuffi, lei giura di dire tutta la verità, nient'altro che la verità, e giura che forse è stata vittima di inseminazione artificiale, lei cosa risponderebbe? Sì, lo giuro sulla Bibbia che non ho mai avuto rapporti con Guerinoni. Bon, là, les gens ont beaucoup de mal à croire à cette histoire d'insémination artificielle. Pour eux, Esther a trompé son époux avec Giuseppe Guerinoni et elle ne veut pas ou ne peut pas dire la vérité par crainte d'être vue comme une femme de mauvaise vie, une femme à la cuisse légère. Et ce qui les conforte dans leur opinion, c'est que de nouveaux tests ADN sont réalisés sur son 3e enfant, Fabio. Et il s'avère que lui non plus n'est pas le fils de Giovanni Bossetti, mais il n'est pas non plus celui de Giuseppe Guerinoni. Donc là, tout le monde pense, ses enfants y compris, qu'Esther a eu de nombreuses relations extra-conjugales, qu'elle n'assume pas et qu'elle est la mère d'un meurtrier. Le 3 juillet 2015 s'ouvre aux assises de Bergamo le procès de Massimo Bossetti pour le meurtre de Yara Gambirasio. La défense fait témoigner plus de 700 personnes, l'entourage de Massimo, donc sa famille, ses collègues, ses amis, la femme de Massimo qui maintient que le soir du 26 novembre, il était chez eux avec elle, et également des experts qui affirment que l'ADN retrouvé peut être d'une part un ADN de transfert, c'est-à-dire que vu la quantité minime, en fait il se pourrait que son ADN se soit trouvé sur un outil qui a ensuite été volé ou pris par le véritable assassin qui l'aurait déposé là quand il a tué Yara. Mais d'autre part que cet ADN pourrait aussi ne pas être celui de Massimo, puisqu'il y a quand même une probabilité très faible que ce ne soit pas le sien. D'autant que la défense n'a pas été autorisée à demander une nouvelle comparaison ADN entre celui retrouvé sur les vêtements de Yara et celui de Massimo Bossetti. Mais il y a pas mal d'éléments qui vont en défaveur de Massimo Bossetti. Déjà, ses recherches de films pour adultes incluant des ados. Ensuite, son métier de maçon qui colle avec les éléments retrouvés sur le corps de Yara. Le trou dans son alibi le soir du 26 novembre, donc entre le moment où il est sorti du travail et le moment où il est rentré chez lui. Tout ça mis bout à bout, ça devient concordant. Et à l'extérieur du tribunal, une partie de la presse a déjà rendu son verdict. Massimo est coupable. En décembre de la même année, donc en plein procès, Giovanni Bossetti, le père de Massimo, décède des suites d'une longue maladie. Massimo obtient exceptionnellement le droit de participer aux obsèques, entouré de sa famille, qui l'a toujours soutenu depuis son arrestation. Et le 1er juillet 2016, au terme d'une année de procès, il est reconnu coupable, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Sentenza definitiva per cui andremo avanti e proporremo l'appello nei termini poi previsti. È soltanto un passaggio di una battaglia molto lunga. Bossetti era molto fiducioso, lui era convinto che si arrivasse a una sentenza di assoluzione sulla scorta del semplice ragionamento che se non sono stato io perché dovrei essere condannato. Posso chiedervi cosa vi ha detto Bossetti, se vi deve dire qualcosa? Non è giusto. Le parole di Bossetti sono state non è giusto? Non è giusto, non sono io il colpevole.
Ses avocats interjettent aussitôt appel en mettant en avant le manque de preuves. On n'a retrouvé aucune empreinte digitale de Massimo Bossetti sur Yara ou à proximité. Personne ne l'a vu à proximité du gymnase le soir du 26 novembre. Et surtout, la trace ADN retrouvée sur les vêtements d'Yara était beaucoup trop insignifiante pour être concluante. Mais sa peine est confirmée en appel le 17 juillet 2017 après 2 semaines de procès. Ho condannato Bossetti, ma qui ha perso il diritto, ha perso la giustizia e credo che condannare un uomo all'ergastolo senza consentirgli mai, sottolineo mai, di potersi difendere in sede di indagine genetica, la dica tutta, insomma. Noi chiediamo semplicemente una perizia per togliere i dubbi, e sono tanti. Evidentemente questa è stato un confronto che va oltre, questo è un processo che va oltre, non so perché, ma non rientra nella normalità della logica processuale, e secondo me qui ha perso veramente la giustizia. Le 12 octobre 2018, la Cour de cassation confirme sa condamnation à perpétuité en arguant qu'il n'y a quasiment aucune chance que l'ADN retrouvé sur Yara ne soit pas celui de Massimo Bossetti. Cette décision survient quelques mois après le décès d'Esther Arzuffi, qui a toujours maintenu ne jamais avoir trompé son époux. Elle aussi s'est éteinte des suites d'une longue maladie. C'est pourquoi en janvier 2021, les avocats de Massimo Bossetti déposent plusieurs requêtes devant la Cour de cassation, dont celle de réanalyser l'ADN retrouvé sur les vêtements de Yara Gambirasio, afin de s'assurer qu'il s'agit bien de l'ADN de Massimo Bossetti, puisqu'il y a une faible probabilité qu'il ne s'agisse pas du sien. En fait, avant ça, la Cour d'appel et la Cour de cassation avaient confirmé la peine de prison de Massimo Bossetti sur la base de cette petite trace d'ADN retrouvée sur les vêtements d'Yara Gambirasio. On considérait que comme son ADN se trouvait sur ses vêtements, c'est qu'il était forcément l'assassin, en plus des autres éléments découverts pour ses recherches de films pour adultes, etc. Là, ses avocats se disent « Ok, s'il a été condamné sur cette seule base-là, en tout cas si ça a été l'élément le plus important lors de sa condamnation, et à présent, ce qu'il faudrait faire, c'est comparer de nouveau l'ADN retrouvé sur les vêtements d'Yara avec celui de Massimo pour être sûr qu'il s'agit bien de son ADN. » Et contre toute attente, la Cour de cassation accède à leur demande. Le problème, c'est que malgré la décision de la plus haute instance juridique du pays, la Cour d'assises de Bergamo refuse d'obtempérer, ce qui ralentit le processus d'analyse et traîne en longueur l'affaire. De fait, pour le moment, Massimo Bossetti est considéré comme le meurtrier de cette gymnaste de 13 ans qui, un soir 2010, est simplement parti déposer une chaîne stéréo à sa salle de sport. Alors tout d'abord, sachez que de nombreux Italiens doutent de la culpabilité de Massimo Bossetti. En fait, ils doutent par rapport à cette histoire de petites traces d'ADN qui le situeraient sur la scène de crime. Moi, de mon côté, j'ai pas pu me faire un avis tranché, puisque d'un côté, je me dis il y a beaucoup trop d'éléments concordants, mais d'un autre côté, je me dis qu'effectivement, le condamner sur cette simple trace ADN, en sachant qu'en plus de ça, ses avocats n'ont pas pu demander une contre-expertise, ça m'embête. Ça m'embête parce que faut pas oublier que le laboratoire s'est trompé une première fois quand ils ont fait les comparatifs. Ils ont comparé l'ADN des femmes avec celui d'Yara. Donc par rapport à ça, moi ça m'embête. Je me dis que s'ils ont été capables de se tromper par rapport à ça, ils auraient pu se tromper autrement. Mais bon, je sais pas. Si c'est pas lui, y a quand même pas mal d'éléments concordants qui ont joué contre lui. Et auquel cas, c'est fou. C'est complètement fou. Si c'est lui, c'est lui. Et puis, j'ai eu très peur. Mais du reste, moi, ce que j'avais pensé au départ, c'est que quand j'ai vu en fait le rapport d'autopsie, j'ai eu l'impression qu'il s'agissait plutôt d'un crime de haine, de jalousie. J'ai comme eu l'impression en fait qu'elle avait été attaquée par peut-être une adolescente ou des adolescentes qui ont voulu lui faire du mal parce qu'elles étaient jalouses ou pour se venger d'elle pour une raison X ou Y, et qu'elles n'ont pas voulu la tuer, mais que ça allait beaucoup trop loin. C'est une vengeance ou un acte de jalousie qui allait beaucoup trop loin. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai perçu. Peut-être que je me trompe, peut-être que ça n'a rien à voir, mais j'ai l'impression que c'est ça. Et par rapport à Esther Arzuffi, aussi étonnant que ça puisse vous paraître, en fait, je crois
à ce qu'elle a dit, à savoir qu'elle n'a jamais trompé son époux. Je pense que son gynécologue en fait a fait des expériences entre guillemets sur elle, à savoir que il a dû comprendre que son époux Giovanni Bossetti n'était pas fertile et du coup il l'a inséminé avec la semence d'autre homme en lui faisant croire que c'était la semence de son époux. Peut-être qu'il n'a pas fait ça par malveillance, mais genre en gros il s'est dit bon ben vu que lui n'y arrive pas, j'ai pas envie de leur faire mal au cœur, donc je vais l'inséminer avec la semence d'autre homme sans qu'ils ne le sachent tous les deux. Et peut-être que Giuseppe Guarinoni était effectivement donneur anonyme. Je sais, ça peut sembler fou, mais moi c'est pas une histoire qui me paraîtrait incroyable en fait. C'est pour ça que je me dis que je sais pas, je l'ai senti sincère et en tout cas c'est mon opinion. Voilà, moi c'est comme ça que je le ressens. Du reste, pour répondre à certains commentaires sous certaines vidéos, vous savez quand vous me dites fais d'autres affaires françaises comme tu faisais, je voulais répondre à ces commentaires parce que je trouve que c'est important de pouvoir vous expliquer. Le souci que je rencontre régulièrement avec les affaires françaises, c'est que d'une part je suis limitée en termes d'archivage, d'informations. C'est très très compliqué pour moi de trouver des informations. Parfois, je passe sincèrement plusieurs semaines parfois pour trouver de toutes petites informations. Je suis obligée d'aller fouiller dans des sites, mais vraiment les plus improbables qu'ils soient. Du coup, ça c'est une première problématique. La seconde problématique, c'est que je suis limitée au niveau de ce que je vous dis. Il y a des choses que je ne peux pas dire quand j'évoque des affaires françaises, puisque sinon je risque des poursuites judiciaires. Et j'ai pas d'argent, moi, à leur donner. Donc, des fois, oui, je suis limitée. Donc, forcément, je vais avoir plus de liberté à parler quand il s'agit d'affaires qui ne sont pas françaises. Et de pouvoir, vous parler, vous donner mon opinion sans que ça puisse me donner des frissons d'angoisse dans le dos. Genre en mode, est-ce que demain, je vais pas recevoir un papier du tribunal, une comparution, je sais pas comment on appelle ça, genre une convocation devant un juge. Enfin, je pense que vous m'avez comprise. Enfin bref, moi ce que je vous propose, c'est de mettre en barre des commentaires vos avis, vos opinions, etc., etc. Et puis ma foi, si cette histoire vous a intéressé à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.